Pour parler, c'est l'émission littéraire du CNL, Branchée Société, qui invite des écrivains et des personnalités à se confier sur la vie et ses à côté. Si les écrivains nous racontent les batailles solitaires, les combats collectifs, les idéaux communs, les fantasmes singuliers, les lire, c'est entendre leur souffle pour respirer l'air de notre époque, celui des siècles passés et futurs. Sans plus attendre, rendez-vous avec l'amour, la mort, les voyages, la poésie, les galaxies lointaines. Pas de trou noir, la littérature, c'est l'espoir. Nous sommes le 22 janvier 2024 et nous accueillons aujourd'hui Stéphanie Nicot et Pierre Bordage, deux figures de la science-fiction contemporaine. Stéphanie Nicot est autrice, critique littéraire, éditrice. Elle a été la directrice artistique du festival de fantasy et de science-fiction Les Imaginales, soutenu par le Centre national du livre durant de nombreuses années. À la suite de chaque édition, elle publie une anthologie de récits et de nouvelles. La dernière en date, Afrofuturisme, l'avenir change de visage, anthologie des Imaginales 2022, publiée aux éditions Mnemos. Elle a fondé la revue de science-fiction Galaxy en 1996 et l'a dirigée jusqu'en 2007. En 2016, elle reprend la collection science-fiction des éditions Scrinéo. En 2006, avec Alexandra Augst-Merel, elle publie l'anthologie Changer de sexe, identité transsexuelle aux éditions Le Cavalier Bleu. Pierre Bordage est le visage incontournable de la science-fiction française. Il commence sa saga littéraire en 1993 avec sa trilogie Les Guerriers du Silence, Terre Amateur en 1994 et La Citadelle Hipponéros en 1995, publiée aux éditions La Talente. Cette œuvre sera récompensée par le Grand Prix de l'Imaginaire et par le Prix Cosmos. Il poursuit sa quête littéraire avec, entre autres, le cycle Wang, le cycle d'Absalon, la trilogie des prophéties et l'Ange mineur. Au total, il a écrit une trentaine de romans et de nouvelles. Il préside le festival de science-fiction Les Utopiales à Nantes de 2001 à 2011. À l'heure où les voyages dans l'espace font l'objet de financements plus sérieux que jamais, résultant de volontés impérieuses, à l'heure où notre civilisation cherche un avenir et que les normes des mœurs et de genre se modèlent différemment, la quête des origines se dédouble pour envisager une transmutation éventuelle. Que nous reste-t-il du réalisme et du mysticisme ? Pour parler science-fiction, c'est maintenant. Stéphanie, Pierre, c'est quoi la science-fiction aujourd'hui ? La science-fiction a-t-elle évolué ? Et que reste-t-il de sa substantifique moelle ? Je ne sais plus quel écrivain avait répondu, c'est ce qui est publié sous le label de science-fiction. C'est dire qu'en fait, au-delà de la boutade, c'est un genre difficile, tellement il est vaste, à définir. Je dirais en tout cas, c'est pas du réalisme pur, même s'il y a des éléments de réalisme. Contrairement à la fantaisie, où l'imaginaire est quand même, je dirais, plus en liberté. Je ne veux pas dire que la science-fiction n'est pas un genre libre, au contraire, mais c'est un genre où quand même il y a un certain nombre de cadres. C'est-à-dire que si c'est totalement irréaliste, si ça parle de thématiques qui n'ont pas un minimum de base scientifique, ce qui ne veut pas dire que c'est ce qu'on nous propose dans le roman, scientifiquement juste. Ça veut dire qu'il y a une préoccupation. On pense au voyage dans l'espace, on pense au futur, on pense aux inventions, on pense au rapport entre l'humain et la technologie. Parce que le fond de l'affaire, c'est ça. C'est en quoi, parce que c'est une question qui est posée en permanence sur tous les sujets, en quoi nous sommes des êtres humains. Quand on nous met, ma grand-mère posait cette question-là, quand on lui a mis un pacemaker, au début elle était contre toutes ces modifications, etc. Puis elle a eu besoin d'un pacemaker, elle a dit oui évidemment, ça lui a gagné 10 ans de vie quand même, ce n'est pas rien et confortable. Eh bien quand une personne se rend compte qu'elle fait appel à la technologie, et on est entouré de technologiques, d'objets technologiques. On pense, y compris, ça modifie. On le sait bien que le cerveau est plastique, donc ça nous modifie dans notre rapport au monde, parfois de façon positive, parfois moins. La science-fiction, c'est tous ces problèmes-là. Et en fait, pour reprendre la formule de Philippe Cadic, la vraie question que pose la science-fiction, au-delà de toutes ces catégories, c'est qu'est-ce que c'est un être humain ? Comment définir un être humain ? Et est-ce que nous resterons toujours des êtres humains ? Très grande question. Pour moi, il y a trois intérêts à la science-fiction. Le premier, c'est de raconter des histoires extraordinaires dans le sens où on va convier le lecteur à un merveilleux voyage dans le sens des voyages extraordinaires de Jules Verne. C'est-à-dire on va changer son quotidien d'un seul coup. S'il accepte de monter dans le toboggan et de faire les montagnes russes, il verra qu'on s'interroge sur le présent beaucoup. Il n'y a rien de mieux que la science-fiction pour s'interroger sur le présent.
C'est comme une fourmilière. Dans une fourmilière, vous avez les fourmis qui se baladent dans les rues sans trop savoir où elles vont. Si on veut savoir où elles vont, on va monter en haut de la fourmilière et on va regarder le mouvement d'ensemble. Et là, on va dire, tiens, ça prend cette direction. Et la science-fiction, c'est ça, c'est le saut dans l'espace-temps. Ça permet de prendre du recul sur le présent et de voir ce qui est en germe dans le présent. Le troisième intérêt, c'est l'interrogation philosophique fondamentale. Nous avons, l'humanité depuis la nuit des temps se pose des questions sur la mortalité, sur le premier conte sumérien, Gilgamesh, et un conte sur l'immortalité. Donc nous reprenons, enfin les auteurs de science-fiction reprennent ces interrogations fondamentales pour essayer, comme disait Stéphanie, de dégager ce qu'est l'être humain et si l'être humain est perfectible ou non, ou améliorable avec des machines, etc., etc. Donc ça pose toutes ces questions-là qui sont posées depuis la nuit des temps. Donc la science-fiction a un grand intérêt, c'est qu'elle est à la fois divertissante, sociologique, psychologique et philosophique, voire mythique. Mais comme vous avez Dune, par exemple, vous avez quand même une certaine dose de mysticisme, quoi. Eh bien justement, chacun à votre manière, vous avez réalisé des odyssées personnelles, politiques, voire mystiques, pour vous, Pierre. Vous avez tous les deux entrepris de créer une nouvelle identité. C'est vaste, je sais, mais pouvez-vous nous raconter Pierre, je crois que vous êtes issu d'une famille, d'après ce que j'ai lu, assez traditionnelle, catholique, et vous avez décidé d'entreprendre votre propre quête spirituelle. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, parce que voilà, quand j'étais petit, j'étais vendéen, je suis né en Vendée, dans la ferme, je suis un produit de la ferme, comme on dit. Et j'avais des élans un peu mystiques quand j'étais môme. J'entendais des espèces de chuchotements du monde. Je ne savais pas mettre des mots dessus. Et quand j'en ai parlé à mes parents, j'avais un oncle qui était prêtre. Ils m'ont dit c'est bien d'aller au petit séminaire, de devenir prêtre, etc. Donc je me suis retrouvé au petit séminaire. Et en 4 ans, les curés, enfin les professeurs prêtres, tous, ont tué en moi tout désir de religion. Enfin, toute... Je suis ressorti, j'ai rejeté la religion de façon très violente, donc j'ai eu une période un peu anarcho, gaucho, puis c'est tout, anarcho-gaucho. Voilà, je pensais qu'on pouvait résoudre le monde par la politique. Puis je suis allé en Inde en 1975 et en descendant de l'avion, en arrivant à Bombay pour la première fois de ma vie, j'ai senti le parfum du mysticisme. C'est incroyable cette histoire, mais il y avait aussi l'odeur du ghetto c'est le plus grand ghetto du monde qui entoure l'aéroport de Bombay. Mais il y avait un parfum très spécial dans ce pays et que j'ai toujours retrouvé depuis à chaque fois que j'y vais, qui est celui du mysticisme. Et je me suis dit, il y a peut-être d'autres chemins finalement. Je pense que je suis quelqu'un qui a une recherche spirituelle, une quête d'absolu, presque. Et je me suis dit, il y a peut-être d'autres chemins pour y arriver. Et donc, je me suis intéressé à toutes les philosophies et les religions d'Asie, entre le Tao, le bouddhisme, etc. Et je me suis fait ma petite sauce personnelle après, en disant, voilà, je suis spirituel et je refuse d'être incorporé dans quelque ordre que ce soit, ou quelque prêt-à-penser que ce soit. Je suis ma quête. Je suis mes intuitions, etc. Et c'est comme ça que j'agis maintenant depuis ce temps-là, quoi. Je pense que l'écriture est un formidable vecteur pour ça, parce que elle m'emmène dans des endroits que j'ai jamais prévus. Elle me fait faire des choses que je n'avais jamais imaginées. Moi qui suis un auteur d'imagination, pourtant. Par exemple, Pierre ? La plupart de mes personnages sont des gens inattendus. Je ne les ai pas créés, ce sont eux qui s'imposent à moi. Donc ils m'entraînent dans leurs aventures. Parfois il y a des méchants, des sales types ou des sales personnages, mais je refuse de ne pas tenir compte de cela, parce que ceux-là sont aussi partie de l'humanité. C'est toutes les facettes de l'humain qui m'intéressent, et l'écriture permet d'explorer l'humain de façon très libre finalement. Vaste chemin, vaste programme. Et vous, Stéphanie ? Je suis un pur produit des 30 Glorieuses, c'est-à-dire que ma famille qui vient d'un milieu populaire
Ma grand-mère ouvrière d'usine aux raffineries Shell d'Angers, dirigeante de la CGTU, le courant communiste avant la réunification de 1936. 35, je ne sais plus. Et puis, elle était donc proche du Parti communiste, même si elle n'en a jamais été membre. Et elle devait même aller en 1930 à une réunion de l'Internationale syndicale rouge à Moscou. Donc voilà, c'est toute cette histoire-là. Mon grand-père, plutôt anarchiste marin, engagé en 40 dans l'armée britannique, parce qu'il ne l'a pas encore entendu. C'était le lendemain à l'appel de De Gaulle. Il s'est engagé la veille. Il a rejoint ensuite les FFL fin 42. Voilà, je viens de cette tradition, cette histoire populaire, progressiste, les différents courants de gauche, et puis une petite aisance. La télé unique avec certaines émissions qui aujourd'hui nous paraissent complètement archaïques, mais qui à l'époque étaient une ouverture sur le monde, connaissance du monde, qui à part ma génération se rappelle de ça, mais ça a formé plein de jeunes. Et puis aussi 5 colonnes à la une, à l'époque où il y avait du grand journalisme à la télévision, avant que ça ne disparaisse, voilà, avant qu'il y ait des faiseurs et des serviteurs. Il y avait des grands journalistes, il y en a encore un peu, mais plutôt dans la presse écrite, ça devient dur de l'être en télé, il y en a qui ont du courage et qui le font. Voilà, j'étais cette histoire-là, et puis des engagements très très à gauche, on va dire radicaux en 68. Voilà, j'ai été trotskiste pendant une dizaine d'années, de plus en plus critique, mais voilà, le moment de la rupture, j'ai milité au Parti socialiste, j'ai fait de la politique. Moi, ma trajectoire était de devenir une élue de la République, et j'en étais pas loin. Et j'ai fait un autre choix, qui a été de faire ma transition de genre. Je me suis jamais senti bien, mais je l'ai bien dissimulé pendant de très longues années dans mon genre. Souvent, les personnes, alors j'emploierais plus aujourd'hui le terme transsexuel qui date d'une certaine époque, je prends le terme transgenre. Je me suis jamais senti à l'aise dans les caricatures de genre, dans les codes de genre, dans les obligations de genre. J'étais pas à ma place. Donc je sais, plus que savoir que j'étais une fille, j'étais surtout pas un garçon. Même si, encore une fois, personne ne l'a vu. Et voilà, dans les affrontements avec l'extrême droite, je pense que personne n'aurait pu s'en douter dans les années 70. Mais voilà, c'est cette histoire-là. Et puis le deuxième pan de mon histoire, c'est la littérature. Très jeune, en 3 mois j'ai appris à lire, j'ai toujours été passionné, j'adorais qu'on me raconte des histoires, et puis voilà, mon petit libraire de quartier, c'est cette histoire-là. Il y avait encore des petits libraires de quartier, alors il était très, maintenant je le sais, il était très à droite, son petit gilet, enfin très traditionnaliste, mais il aimait les livres. Et comme il aimait les livres, il me donnait plein de livres, y compris des livres subversifs, y compris des livres que j'aurais jamais dû lire à 13 ou 14 ans, mais qui m'ont ouvert sur le monde, un monde parfois d'ailleurs effrayant, un monde que je n'imaginais pas, ces créatures bizarres, ces syndicalistes américains, enfin ça m'a ouvert sur le monde, ce qu'on n'avait pas. Il n'y avait pas le net, c'est pire, mais c'est aussi le meilleur. On a une ouverture, après, ça s'en sert bien ou mal, ça c'est comme tous les instruments. Donc voilà, mon histoire c'est celle-là, et c'est donc une trajectoire et des chemins de traverse, tout en restant par la littérature au cœur de la société. Donc je suis à la fois différent de beaucoup, mais à la fois je me sens très bien avec plein de gens, y compris parfois avec des hommes hétérosexuels. J'en compte parmi mes amis, il y en a même quelques-uns de bien. Ouf. Voilà, donc vous avez compris, je suis, par ma transition de genre, particulièrement féministe, parce que je suis halluciné de voir la différence de traitement entre une femme et un homme. La plupart des gens ne le voient pas, ne le vivent jamais, puisqu'ils restent dans leur code de genre. Mais quand vous faites cette trajectoire, vous découvrez à quel point vous allez perdre. Pas éthiquement, pas humainement, mais socialement. Et là, c'est un choc parce qu'on le sait théoriquement, parce que j'ai toujours été aux côtés des droits des femmes avant dans les théories de moi-même. Mais quand j'ai été traité, y compris comme une femelle, il n'y a pas d'autre mot, par toute une série de machistes qui ne savaient pas mon histoire, qui j'étais et tout, y compris dans la rue, j'ai des accrochages assez violents avec des mecs, parce que moi, j'avais pas l'habitude, et j'avais pas l'habitude de me laisser faire. Donc j'hallucinais qu'on puisse me permettre, à la cinquantaine, à 70 ans on est un peu plus tranquille, mais à la cinquantaine, je me faisais siffler dans la rue, je me suis fait faire des propositions, on m'a demandé mes tarifs, j'étais à Lontrose, j'imagine ce jour-là, je n'en revenais pas. Voilà, aujourd'hui j'ai des jeans, des patogas, je suis cool, et puis comme plein de nanas, j'ai pas envie qu'on m'emmerde, j'ai envie d'avoir des rapports sains et normaux avec tout le monde, en tout cas ceux qui ne sont pas portés par la haine, mais qui aiment les autres, et la littérature le partage. Après, je suis pas devenu une pauvre petite chose fragile, tout le monde bien au contraire. Le sait, voilà, je reste pugnace, mais j'essaie comme Pierre, et je pense que c'est aussi des belles rencontres avec Pierre, on est loin d'être d'accord sur tout, mais on se parle comme il parle à plein de gens, comme plein de gens lui parlent, c'est-à-dire que dans ce milieu-là, à part peut-être des gens qui sont, comme dans toute la société aujourd'hui, haineux et fermés, je pense qu'il y a beaucoup de dialogue encore. Et en France, c'est une bonne chose. Qu'avez-vous aimé dans l'écriture de Pierre, Stéphanie ?
Alors, comment vous êtes-vous rencontrés? Peut-être Ben, c'est Stéphanie qui m'a invité à... C'est la première fois qu'on se voyait, non, à Nancy. Au Galaxial, dans 97, ou dans ces années-là, à la fin des années 90. Oui, absolument. C'est ça. C'est la première fois qu'on se voyait à Nancy. Moi, je débutais dans le milieu, enfin, je connaissais personne. Non, mais tes premiers livres avaient déjà marqué, avaient eu un lectorat. Et je les avais beaucoup aimés, évidemment. Ouais, et donc, j'étais très content d'être accueilli et comme reconnu dans le milieu, enfin, par des gens comme Stéphanie, quoi. Ça a été important pour moi. Donc, on a collaboré ensemble sur plein de projets après. On se croise beaucoup, il a publié des nouvelles dans des anthologies, des recueils que j'ai pu faire. J'ai découvert que Pierre, qui est quand même, bon, aujourd'hui dans la science-fiction, je veux dire, c'est un des auteurs, c'est pour pas dire l'auteur le plus reconnu du pays, clairement, avec une œuvre importante, on va pas le flatter, c'est juste comme ça, c'est cette histoire-là, c'est la sienne. Et il a la sympathie et l'écoute des jeunes générations, y compris quand parfois... quand ils ne sont pas d'accord avec lui sur tel point, mais il y a un dialogue, alors que parfois, on voit, il y a des ruptures qui se font générationnelles, y compris dans la science-fiction aujourd'hui. Avec Pierre, j'en parlais justement, c'est amusant, hier au téléphone avec une amie qui me disait « Ah oui, on a parlé sur la question féminine, on n'est pas tout à fait d'accord sur tout, mais avec Pierre, on peut toujours parler. » C'est-à-dire qu'il y a du respect, il y a de l'écoute, et c'est ce qui m'avait plu dans ses œuvres, parce que je ne le connaissais pas au départ quand je l'ai invité, mais j'avais lu ses romans, et j'avais senti que derrière les romans, comme toujours, il y a un être humain, et j'avais senti qu'on allait sympathiser ce qui s'est produit, alors que sur pas mal de sujets, on n'est pas d'accord, sur plein d'autres on est d'accord, mais c'est ça aussi la vie, la rencontre, et je trouve que la science-fiction, ou alors c'est qu'on n'a pas bien compris l'intérêt de cette littérature, elle nous ouvre, voilà, alors c'est comme ça, et puis là, maintenant je suis directrice de collection, donc je viens de publier un premier roman dans ma collection de science-fiction chez Scrinéo. J'ai beaucoup de plaisir à collaborer parce que Pierre, même avec l'expérience, la reconnaissance de métier, il n'est jamais devenu arrogant. On peut lui faire une remarque sur une scène, on peut lui faire une remarque sur une formulation, sur un personnage. Il est toujours à l'écoute, quoi. Comment ça se passe justement ce travail, on va dire, d'édition? Et qu'y a-t-il de si particulier dans l'écriture de Pierre, Stéphanie? D'abord, il y a deux types d'écrivains. Alors, je schématise à l'extrême, mais il y a ceux qui organisent tout, construisent des plans, des synopsis, parfois des dizaines de pages de docs, etc. Je ne veux pas dire que Pierre ne se documente pas. Et puis, il y a ceux qui ont une idée de départ, un personnage, quelque chose, une situation, et qui partent. Pierre est de la deuxième catégorie. Pierre ne m'a jamais donné, donne une idée. Il me donne il ne fait pas de synopsis. Pas de synopsis. C'est une torture pour moi, un synopsis. Il faut lui faire confiance. Bon, on est plutôt récompensé par les résultats, donc il faut lui faire confiance. Il faut lui faire quelques remarques, il faut parfois lire, il m'avait envoyé la première moitié du roman, j'ai fait quelques remarques de détail, c'est déjà très proche du roman qui est sorti, c'est pas comme parfois avec des jeunes auteurs avec qui il faut beaucoup retravailler, 2-3 petites choses, quelques remarques, une petite scène où je l'avais taquinée parce que je trouvais qu'elle posait problème, après il a relu, il m'a dit oui t'as raison, il a remodifié, voilà, c'est ce travail-là. Alors selon les auteurs, selon leur expérience, selon leur métier, le niveau où ils en sont arrivés, on travaille plus ou moins, c'est évident que quelqu'un qui va me faire un synopsis de 7-8 pages, on va retravailler dès le départ le synopsis. Là, je fais confiance à Pierre, je lui donne mon premier avis, quelques remarques, quelques détails à la moitié, et je le laisse, et à la fin, j'ai le roman, et là, je reprends le roman, avec mon petit stylo, 3 lignes. Voilà. Je donne 3 lignes en général. Voilà, il faut le laisser partir, sinon on bride sa créativité, c'est sa façon d'écrire, et faut pas être stressé pour travailler avec Pierre, faut lui faire confiance. Mais bon, ça se passe bien, toujours. Pierre, une question. Lorsque vous avez écrit donc votre premier space opéra, je crois que c'est le terme. C'est le terme. Il faut être dans un état de conscience modifié. Comment ça se passe dans votre cerveau, Pierre? Oui, probablement parce que chaque fois que j'écris, je rentre dans un autre état. Ça c'est la façon d'écrire, comme disait Stéphanie, c'est spontané. Je suis un peu comme un chaman qui plonge dans l'expérience. Je plonge dans l'expérience du livre à chaque début de livre. Donc il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc ça fait un état de conscience modifié quelque part. D'ailleurs, il y a des gens qui m'interrompent des fois, ils me disent « tu avais l'air de venir d'ailleurs ». Et moi j'ai une idée, généralement j'ai un personnage qui m'interpelle, ou un monde qui m'interpelle, et je plonge directement. Mes personnages m'en servent comme de sous-marins ou de vaisseaux spatiaux. Ce sont mes yeux, mes oreilles, tous mes 5 sens, et je les suis, et je suis parfois très surpris par leur comportement. Je suis même pas d'accord des fois, mais je m'interdis de les empêcher de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que s'ils veulent mourir, ils meurent.
et je les laisse, même si j'avais prévu de l'importance pour ce personnage. Non, je reste ouvert à tout ce qui se passe. Et puis j'ai remarqué que l'écriture, chez moi, structurait, c'est-à-dire que l'histoire se structure par l'écriture et qu'elle forme un entonnoir qui, à la fin, se referme automatiquement. Et aussi, je m'interroge, parce que lorsque on écrit de tels mondes, on va dire, il y a des structures, il y a des couleurs, il y a une manière de respirer, il y a une manière de voyager, une manière de penser. Je veux dire, comment on élabore ce chantier, on va dire? C'est-à-dire que quand vous prenez un avion et vous faites une escale, vous voyez de la ville pas grand-chose. Et puis, si vous voulez connaître la ville, il faut l'explorer, tout ça. Donc, c'est pareil pour un roman. Des fois, on survole les choses, parce qu'on crée des effets qui densifient le livre et qui lui donnent de l'épaisseur, de la véracité. Parce que nous, on est dans des mondes imaginaires. Il faut toujours faire croire au lecteur que c'est possible. Même si on transgresse quand même beaucoup de lois scientifiques. Parce que les vaisseaux qui voyagent plus vite que la vitesse de la lumière, ça n'existe pas. Et on n'a pas le secret de ça. Donc, mais si on veut éviter de passer tout son temps dans les vaisseaux, parce que ça prend 10 000 ans pour faire un voyage, il y a d'autres sujets. Ce qui est intéressant, c'est d'explorer l'univers. Donc, ça se structure naturellement. Mais quand j'arrive sur une planète, encore une fois, c'est les personnages qui viennent à ma rencontre. C'est la faune et la flore qui viennent à ma rencontre. Et voilà, je découvre tout ça en même temps que le lecteur. Et ça me plaît. Parce que si je faisais un scénario du roman, ce que j'ai fait une fois pour voir ce que ça faisait comme effet, parce que les gens me disaient, mais tu fais pas de scénario, tu fais pas de fiches. Ok, j'ai fait un scénario avec des fiches. J'ai tué le livre en 50 pages. J'arrivais plus, parce que ça m'intéressait pas, mais pas du tout, parce que je connaissais la fin. Aucun intérêt, quoi. J'ai besoin d'être surpris par mes personnages, partout. Par les paysages, Et puis quand je relis longtemps après, je me dis, c'est moi qui ai écrit ça. Je sais pas parti où. Mais c'est très étonnant. Je vais vous donner juste un exemple, c'est dans Les Guerres du Silence, c'est la planète Ephrén. C'est ma favorite parce que c'est une planète qui a été autrefois recouverte d'eau. L'eau s'est évaporée et ne sont restés que des boucliers de corail avec des piliers qui sont soutenus par des piliers de corail avec quelques trous à l'intérieur qui permettent à la lumière du soleil d'entrer. Des deux étoiles, d'ailleurs, c'est parce que c'est une binaire éclipse en plus dans le système solaire, donc ça fait des couleurs bleues et rouges parce qu'il y a une rouge et une bleue, donc ça fait du mauve, ça c'est joli. Et cette lumière passe par les tuyaux d'orgue, ils appellent ça les tuyaux d'orgue, finalement ce sont les grandes orgues, c'est devenu les grandes orgues, là c'est coraux. Et ils se bouchent, de temps en temps ils se bouchent parce qu'il y a le vent qui ramène des déchets, tout ça, des saloperies qui se bougent dedans, et donc il y a un corps de femme qui se dévouent à déboucher, ce sont les tutales, et elles sont tellement importantes qu'elles n'ont pas d'autorisation de se marier, ni de fonder une famille, elles doivent consacrer leur vie à déboucher les tuyaux d'orgue. Ce sont les vestales de corail. C'est ça, les vestales de corail. Et donc, évidemment, il y en a une qui va transgresser, qui va accoucher tout en haut du bouclier de corail. Enfin, c'est des scènes comme ça, je pourrais pas les inventer. C'est elle qui s'invente. Merci Pierre. Et il y a des grands serpents aussi, qui sont dangereux, mais qui vont protéger cette femme qui accouche en haut de sa barrière de corail. C'est une littérature d'idées, on dit souvent la science-fiction, mais c'est aussi une littérature d'images. D'ailleurs, on voit très bien l'adaptation série au cinéma, l'adaptation de la grande série Expanse, par exemple, j'ai trouvé ça très très réussi. On y est. Il y a une crédibilité dans ces stations de l'espace, dans ces vaisseaux qui s'affrontent parfois. Enfin, on y retrouve à la fois l'humanité et une ampleur que seules les grandes guerres de conquête offrent sur Terre, ce qui est dommage. Bon, là aussi, on a parfois des guerres dans l'espace, mais pas que. Pas que. Et puis, il y a des rencontres aussi, comme sur Terre. Et Pierre fait les deux. Très bien. C'est ça que j'aime. C'est à la fois ce réalisme et cet imaginaire foisonnant, c'est à la fois sa capacité à être au plus près des êtres humains ou des personnages. Il y a aussi quelques extraterrestres, entre autres dans le dernier roman que j'ai publié. J'ai adoré travailler les extraterrestres. C'était finalement pas habituel chez toi. Non, pas trop. Non. C'est ça qui est marrant. Un des grands maîtres du space opéra français avait peu de personnages extraterrestres, et là, dans le 10e vaisseau, il y a des extraterrestres, il est vrai. Alors moi, le terme extraterrestre me pose un problème parce que quand on voit des extraterrestres, on n'est plus sur Terre.
Donc ça n'a rien à voir avec l'extraterrestre, c'est l'autre d'une façon ou d'une autre. Moi je les appelle les ENA, les espèces ni humaines ni animales. Il y a une histoire de science-fiction très courte d'ailleurs, avec quelques pages, où c'est une sorte des années 50-70, je ne sais plus exactement quand, une histoire américaine, je ne me rappelle plus l'auteur, mais l'histoire m'avait frappé. C'est un petit groupe d'explorateurs à qui on dit de surveiller un peu les planètes. Ils voient une planète, puis au fur et à mesure de la description, on comprend que c'est la Terre qu'ils voient. Ils descendent, et puis qu'est-ce que c'est que ce cloaque immonde, etc. Rien ne peut vivre là. Et le mec, il retire son casque quand même, parce qu'il y a de l'air, il y a cette soupe là, répugnante là, et puis crache dedans et ils s'en vont. Voilà, ça répond à la question. Je trouve ça, c'est une vraie trouvaille. Parce que moi j'allais dire justement, faut-il avoir une forme de candeur ou de naïveté pour écrire de la science-fiction? Je crois que oui. Je crois qu'il faut être un gamin, un enfant qui croit à des choses, au Père Noël et à tous ces trucs-là. Il faut... Moi, quand je découvre un univers de science-fiction, quand je lis un roman space opéra, j'ai des étoiles dans les yeux, quoi. Et c'est pareil pour le cinéma. Capacité d'émerveillement. Des capacités, voilà, c'est ça, exactement ça. C'est la capacité d'émerveillement. Parce que la science-fiction, dans le space opéra particulièrement, c'est du merveilleux. Je pense que le space opéra, c'est le refuge du merveilleux. Après qu'on fait et j'en ai fait des dystopies ou des post-apocalyptiques, vous n'êtes pas du tout dans les mêmes univers. On est plus dans l'interrogation humaine à l'os, quoi. Mais dans le space opéra, il y a ce côté extraordinaire voyage qui emmène le lecteur loin. Pierre Bordage écrit ce que j'appelle une science-fiction chaude, en opposition à une science-fiction froide. Alors, c'est pas des concepts scientifiques du tout, hein, c'est juste une façon de faire sentir les choses. Je dirais qu'il y a, ils viennent d'expliquer clairement, de l'émerveillement, du sentiment, de l'affection, parfois de la colère, hein, comme chez les êtres humains partout, dans le futur, au même imaginaire. Mais voilà, ça vibre. De vie, les romans de Pierre Bordage. C'est pour ça qu'au-delà du cadre science-fictif, ce sont de vrais romans d'aventure qu'on lâche pas, quoi, et qui touchent des dizaines de milliers de lecteurs dans ce pays, et voilà, qui mériteraient d'ailleurs d'être traduits un jour, à mon avis. J'ai d'avoir une traduction espagnole, là. Bon, ben voilà, ça c'est des choses passionnantes, et j'aimerais bien qu'aussi les Américains le découvrent un jour, parce que franchement, il est à la hauteur des grands auteurs américains. Voilà, il fait pas... Non. Si Stéphanie le dit, c'est que... Moi, j'adore certains auteurs américains ou certaines autrices américaines, mais Pierre est un des grands de la science-fiction. Et j'aime ses livres pour ça, parce qu'à part lui, en France, il y a assez peu d'auteurs. C'est les autrices, surtout, que je trouve, qui sont capables de faire ça. Surtout dans toute la nouvelle génération, je pense à Floriane Soulas. C'est pas par hasard si cette jeune femme de début de trentaine, qui a une formation scientifique, qui travaille dans une start-up, elle écrit un roman par an, parce qu'elle a des engagements professionnels importants, eh bien... Le space opéra que j'ai publié là aussi dans ma collection. Les oubliés de Vulcain. Les oubliés de Lama. C'est un roman qui, là aussi, il y a de l'émotion, il y a des personnages, etc. Et toute une série de jeunes femmes, d'une trentaine, quarantaine, Estelle Faye. Elle est bonne. Émilie Carbalec, aussi d'origine bretonne, et elle a des origines aussi japonaises, donc elle connaît bien l'Asie. Ça des Bretons de l'espace. Voilà, absolument. Ils sont un peu partout, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas dans l'espace. C'est chaud, ça. Absolument. Et à l'inverse, on a toute une série d'hommes, je ne vais pas citer de nom, je me fâche avec personne, mais qui ont du talent, qui sont des grands auteurs de science-fiction, de space-op et autres, mais il leur manque des personnages humains. Il y a une froideur, et du coup, il y a quelque chose, moi, qui me dérange. D'ailleurs, ça m'est arrivé d'en discuter avec des auteurs que je considère comme brillants et talentueux, avec qui j'avais envie de travailler dans ma collection. Et ça a bloqué, parce que quand je leur ai dit qu'ils faisaient une SF froide et que je voulais une SF chaude, ils n'ont pas aimé. Parce que... alors que je pense que s'ils regardaient avec un peu d'objectivité, ils s'en rendraient compte. Mais c'est dommage, parce que... il manque que ça. Alors, livres ce sont de bons livres, de très bons livres même, mais ça manque d'humain, ça manque d'humanité. Et là, il y a un problème, y compris, c'est dommage, parce que je pense qu'il toucherait un lectorat plus important, et entre autres un lectorat féminin. C'est pas qu'on soit plus sensible que les hommes, mais c'est qu'en tout cas, il y a plus de lectrices,
que ces lectrices, elles aiment bien aussi qu'il y ait un mélange entre l'ambition et les choses concrètes. Il ne faut pas déconnecter. Voilà, il ne faut pas être déconnecté, il faut être capable de... Voilà. Et moi, j'ai pas de problème dans un space opéra d'avoir une histoire d'amour. Après, je me fiche que ça soit qu'un extraterrestre, entre deux garçons, deux filles. Pour une littérature adulte, tout est permis à partir du moment où c'est libre et consenti. C'est important de le rappeler, même dans les romans. Ou alors c'est les méchants. Voilà. Mais je pense qu'il y a cette... Et ça recoupe un peu un courant dont on parle en ce moment qui est le hop-punk. Alors, peu importe les terminologies, mais ce courant, on redonne de l'espoir. De quoi ? De hop-punk. C'est une formulation qui est employée en ce moment. Hop, l'espoir. Et punk. Punk. On parle un peu opposition au cyberpunk, voilà, ou au steampunk, qui sont passionnants, des courants passionnants, mais... pas rigolo, quoi, toujours, plutôt froid, plutôt techno. Et là, c'est aussi, même si c'est des courants divers, on peut pas les rassembler dans une école, c'est pas ça, mais c'est cette volonté de retrouver de l'émerveillement, de retrouver de l'espoir. C'est-à-dire de faire, y compris de la dystopie positive. C'est-à-dire de pas se contenter de dire tout est foutu, tout est... dans ce cas-là, soyons cyniques, on s'en fout, on peut tout se permettre, puisque de toute façon, on est tous morts. Et donc, pourquoi s'améliorer, pourquoi être humain, et comme on voit sur les réseaux sociaux, la pire injure aujourd'hui, c'est pas ordure, assassin, sale type, violeur, c'est bisounours. C'est-à-dire le fait d'être gentil. Comme qui... Alors pour un homme, c'est pire que tout, parce que c'est faible. Alors que moi, non. C'est les salauds qui sont faibles. Ils sont incapables de nouer des rapports humains. Voilà. Donc dans la littérature, c'est aussi ces thèmes-là. C'est redonner, alors pas de l'espoir gnangnan, l'espoir... réaliste, de l'espoir. Disons des perspectives. Voilà, des perspectives. Des perspectives et remettre de la coopération où il n'y a que de la violence. La violence est employée par certains. Elle peut parfois être une violence de révolte, face à des choses insupportables, face au Troisième Reich. Je pense que c'était légitime de se soulever, y compris militairement. Mais je pense que la règle devrait en tout cas être la coopération. Et c'est ce que ces courants de SF, qui sont en plus passionnants. Vous comprenez quoi ? C'est gnangnan, c'est chiant. Pas du tout. C'est humain. Il y a Becky Chambers. Voilà, j'allais citer Becky Chambers, absolument. Voilà. Une grande autrice américaine qui en quelques livres, nous raconte des histoires. Je l'avais noté d'ailleurs pour ne pas l'oublier, parce que pour moi, c'est une des grandes signatures récentes de la SF américaine. C'est L'espace d'un an, le premier publié en France à la Talente, et sa trilogie du voyage. C'est un vaisseau. Pendant un an, ils sont là, ils ont des choses à faire, c'est des personnages, il y a des histoires d'amour, des histoires de coopération, des difficultés. Derrière ça, il y a plusieurs mondes puisqu'ils ont des planètes d'où ils viennent, certains, il y a des extraterrestres, et tout ça se mélange et coopère, même si c'est pas toujours facile, même si... Voilà, et à la fin du livre, on se sent bien, on est heureux. Et je trouve qu'il y a longtemps, j'avais pas été heureuse à la fin d'un roman de science-fiction. Justement, ça m'amène à vous poser la question suivante. Qui est vaste. Comme la science-fiction. Comme la science-fiction. J'allais dire, voilà. Que reste-t-il de l'espoir de monde meilleur, justement ? Est-ce que vous y croyez ? Bien sûr que j'y crois. Si je ne pensais pas qu'on pouvait aller vers des mondes meilleurs, je n'écrirais pas. Je n'irais pas. Si c'est pour fermer la porte au nez des gens en disant tout espoir est perdu, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, je m'arrange toujours pour laisser à la fin de mes livres des portes ouvertes, même si l'action a été très violente et très désespérante, parfois, de laisser des portes ouvertes à de nouvelles formes de vie, à des nouvelles formes de coopération, à de nouvelles formes de société. Et moi, je déteste les bouquins qui finissent mal, ou les films qui finissent mal. Si, quand j'étais petit, s'il n'y avait pas le baiser final à la fin des grandes stars hollywoodiennes, je trouvais ça raté, quoi. Je trouvais ça raté. Donc, non. Il y a même des autrices dont tu parles, les jeunes autrices, elles donnent des fins ouvertes, tout à fait. Sauf 2 ou 3, mais qui sont tout à fait intéressantes, quoi. Vous y croyez, Stéphanie, à des mondes meilleurs ? Disons, je ne sais pas si j'y crois, mais en tout cas, je fais tout pour que, à ma toute petite échelle, infinitésimale, comme chacun d'entre nous, essayer d'être plus dans la coopération que dans le conflit, sauf quand c'est indispensable, face à des hommes mauvais, il n'y a pas le choix. À un moment donné, sinon on est faible, on se laisse faire, etc. Mais je crois beaucoup plus, dans la majorité des cas, à la coopération, au compromis, au consensus. Voilà.
J'étais pas comme ça autrefois. Hein. Même si j'aimais la coopération, j'ai toujours aimé ça. J'étais beaucoup plus brutal. Oui. C'est en rencontrant des gens que je le suis devenu un peu moins. C'est pas ma transition de genre, hein, pas du tout. Au contraire, ça m'aurait un peu mis en colère de constater vraiment à quel point c'était terrible la vie des femmes, même dans la France soi-disant civilisée d'aujourd'hui, avec cette remontée du machisme qu'on sent d'ailleurs en littérature aussi. On voit aujourd'hui, y compris en fantasy, en science-fiction, un courant cynique, amoraliste, brutal, qui, sous prétexte que, par exemple, c'est moins le cas de la science-fiction, mais que la technologie justifie tout, que les puissants ont tous les droits, qu'il faut uniquement suivre les héros et pas les gens du peuple, et que personne ne peut s'élever au-delà de sa condition, sauf celui évidemment qui est l'élu désigné par on ne sait trop qui, et on ne sait trop pourquoi, ou plutôt on le sait trop. Il y a aussi ces livres pas sympathiques du tout dans la science-fiction, américaine ou française, et c'est vrai que le temps nous est tous compté, et dans ma génération un peu plus que chez les jeunes générations. Alors je lis les livres qui me surprennent, qui m'étonnent, qui me bousculent, mais aussi qui me rendent heureuse. Donc voilà, et c'est ce que je veux faire découvrir aux lecteurs, comme directrice de collection, comme conseillère littéraire de festival, comme modératrice. Mon travail a toujours été dans ce milieu de faire découvrir les livres qui m'avaient passionné. Voilà. Y compris parfois des livres polars, littérature générale. On pourrait résumer l'histoire à ce qu'on avait interrogé Arthur C. Clarke, je crois, pour lui demander qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer le monde. Il faudrait juste que les gens deviennent un peu plus gentils. Et ça résume bien, parce que c'est simple, mais c'est efficace. Pour imaginer une symphonie littéraire futuriste, pensez-vous que l'intelligence artificielle peut doubler un auteur ? Malgré, d'ailleurs, la création d'un label Création Humaine, c'est assez récent, porté d'ailleurs par une structure qui s'appelle Librinova, et qui est authentiquement humain, oui, tout à fait, et qui authentifie l'élaboration humaine d'une œuvre littéraire. Donc voilà. Que ce soit une intelligence artificielle qui écrive un livre de science-fiction. Alors je me suis amusé à dialoguer avec ChatGPT pour voir ce que ça faisait, et puis lui donner des lignes, et puis donner quelques noms de personnages, quelques situations, et de voir quel scénario pouvait en sortir. Les scénarios étaient tous convenus. Donc il n'y avait pas de surprise à attendre. C'était bien foutu, mais ça n'avait pas trop d'intérêt dans le sens où on s'attendait quasiment à tout. Donc je pense que là, les auteurs humains ont un petit peu d'avantage encore. Bien que l'intelligence artificielle va progresser, qu'elle deviendra de plus en plus subtile, et qu'il va falloir... se sortir les doigts, comme on dit vulgairement, pour faire des vrais bouquins authentiquement humains, quoi. On ne peut plus se contenter de... Ça nous oblige, nous auteurs, à nous remettre en cause et à puiser dans des ressources inexplorées pour l'instant. L'intelligence artificielle, c'est comme l'ordinateur, c'est comme tout le reste. C'est un outil. Comment on l'utilise et pourquoi ? Qui l'utilise et pourquoi ? Qui est-ce qui lui donne à manger ? Parce qu'il n'est pas créé ex nihilo. Les intelligences artificielles aujourd'hui, elles sont plutôt libérales. Ça, c'est curieux. Elles sont plutôt pas très féministes. Tiens, c'est curieux. Elles sont plutôt aseptisées. Elles n'ont pas d'idée très originale. Voilà, maintenant, ça peut aider. Moi, par exemple, pour la traduction. Des outils de traduction, ça peut permettre de vérifier les choses, ça peut permettre de gagner du temps, mais ça ne remplacera pas une véritable traduction littéraire de qualité. Donc je ne suis pas inquiète, je suis inquiète pour, je dirais, ça a été comme ça dans l'industrie pour tous les progrès technologiques, pour les gens pas qualifiés. Mais je pense que comme toutes les créations humaines et tous les outils humains, quel que soit leur niveau de performance, je pense qu'un être humain c'est autre chose et que la qualification acquise par toute une expérience et toute une vie ne peut pas, y compris un rapport sensible aux réalités. Le goût, le toucher, l'odorat. Le jour où une intelligence artificielle aura tout ça, aura éprouvé l'amour, la tristesse, il faudra lui donner les mêmes droits que nous. D'ailleurs, Ian Banks, un très grand auteur de space opéra, humaniste et progressiste, Ian Banks avait imaginé en effet des vaisseaux qui, y compris, avaient le sens de l'humour. Il y a un vaisseau de protection d'une société plutôt humaniste qui utilisait la violence le moins possible, mais quand même l'utilisait, s'appelait Canonnière Diplomate. C'était auto et c'était les vaisseaux eux-mêmes pensant
accent qui choisissaient leur nom. Elle avait choisi canonnière diplomate. Elle avait un sens un peu caustique de l'humour. Elle se moquait, y compris de cette société pour qui elle travaillait comme intelligence artificielle dirigeant un vaisseau. Et je trouvais que c'était tout à fait passionnant parce qu'elle avait évidemment des droits au respect, etc. Si elles sont capables de faire la même chose que les êtres humains, il faudra les reconnaître comme des êtres humains ou reconnaître que nous ne sommes plus que des intelligences artificielles. À court terme, je ne suis pas inquiète. Par contre, il faut des réglementations. C'est sûr. Une question. Sommes-nous seuls sur Terre ? Sur Terre, oui. Oui. Avec les poissons et les... Oui. Avec les espèces naturelles, pour une raison simple. Moi, c'est comme dans tous l'espace, les... hein, ça Oui, bien sûr. De Alors, fait... dans l'univers, bien sûr que non. Dans la Lune, on ne peut pas le savoir. Mais il y a l'hypothèse que dans moi, les chiffres donnent le vertige. À chaque fois que je vais sur le net, à chaque fois que j'oublie, et je me dis, mais il y a combien de galaxies, combien de planètes possibles, d'exoplanètes, c'est des chiffres, on ne peut pas les... À part un mathématicien peut-être, et encore, c'est incalculable. Donc, sur cette immensité du temps et de l'espace, l'idée qu'on est la seule espèce pensante de l'univers, à part si on croit à la parole de tel ou tel livre, ce qui est respectable, mais c'est une croyance, ce n'est pas un fait scientifique. Scientifiquement, l'hypothèse qu'on soit la seule espèce pensante de l'immensité de l'univers et du temps me paraît quand même assez prétentieuse, ce qui ne veut pas dire qu'un jour on rencontrera des gens. Peut-être que c'est tellement vaste qu'on ne saura jamais les uns et les autres qu'on existe et qu'on a peut-être des choses en commun, plus qu'on ne l'imagine. Oui, mais Jean-Claude Boré a dit... Oui. Il y a les petits gris et les grands verts. L'idée, par contre, qu'ils sont sur Terre, machin, etc. Déguisés, ou alors camouflés. Oui, mais là... Des séries comme V, tout ça. Voilà, mais moi j'adore ça dans les histoires, évidemment, mais je ne confonds pas les histoires et la réalité. Moi, je me dis, c'est très simple. Soit on est une espèce immensément technologique et puissante, au point qu'elle peut venir de l'immensité des galaxies pour venir sur Terre. Vous imaginez que les moyens techniques, les nouveaux... Voilà, c'est affranchi des vitesses de la lumière, etc. Dans ce cas-là, ces êtres sont tout puissants. Donc, soit ils sont proches des êtres humains, et il y a longtemps qu'ils nous auraient massacrés, ou nous réduits en esclavage, soit ils sont tellement avancés qu'ils nous auraient fait profiter d'une partie, tout en nous essayant de nous améliorer. Donc, ils seraient intervenus. Ou alors, ils sont tellement puissants, qu'ils nous observent avec leur immense vaisseau et leur système, mais ils sont beaucoup plus puissants que la NSA. Et dans ce cas-là, nous ne le savons pas et personne ne le sait, parce qu'ils n'ont pas pris contact. Donc, ou ils ont pris contact, c'est pour nous liquider ou pour nous aider, ou ils n'ont pas pris contact et on ne les a jamais rencontrés parce qu'ils sont assez puissants pour qu'on ne puisse pas les détecter. Donc, dans tous les cas de figure, le problème ne se pose pas à court terme et tous les fantasmes sur les extraterrestres nous dirigent. Les figures du mal, on en a assez sur Terre pour ne pas avoir en inventé de venant de l'espace. Ces projections mentales humaines changent énormément. Parce qu'au début, on croyait que la Terre était le centre de l'univers, puis c'est le Soleil qui était le centre de l'univers, puis le Soleil n'était qu'une petite étoile parmi des milliards et des milliards d'autres. Et ça a changé la projection qu'on faisait mentale sur le ciel, etc. quoi. Une vision moins ethnocentrée. Ouais. Que peut-on vous souhaiter à tous les deux en 2024 ? Avant de passer à la lecture, Pierre. De bons livres. De belles coopérations. Une vie confortable et agréable. Des projets pour les autres aussi. Oui, et une amélioration du monde, parce que le monde va assez mal, là, ces temps-ci. Il y a plein de choses passionnantes dans le monde, il y a de la beauté, et c'est peut-être par la coopération, la beauté et une absence néanmoins de naïveté, parce qu'il faut agir sur le réel, qu'on pourra peut-être faire reculer la violence et la cruauté. Ce n'est pas vraiment possible, je pense, s'il n'y a pas une prise de conscience profonde de chaque être humain, que s'il est manipulé par un prêt-à-penser, il peut faire un peu n'importe quoi. Donc... La violence, tout ça, ça s'explique par le fait que les gens se sentent légitimés par des hiérarchies auxquelles ils accordent une confiance aveugle. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Tous ces termes stigmatisants qu'on entend en ce moment, quand on réfléchit bien, islamo-gauchiste, c'est construit de la même façon que dans les années 30 judéo-bolcheviques, c'est-à-dire de la stigmatisation, des rapprochements absurdes, et puis l'appel à la haine. Quand on dénonce les bisounours, c'est qu'on veut de la haine. Parce que moi, les gens qui sont gentils, je trouve ça chouette, quoi. Je préfère les gens qui coopèrent, qui sont gentils, Gentil n'est pas faible, gentil n'est pas bête. Gentil, c'est juste gentil. C'est juste bienveillant. Bienveillant. Mais pour de J'aime bien bon. le terme bienveillant. Pas en faisant semblant, pour de bon. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, qu'on est d'accord tous ensemble, qu'il n'y a pas de conflit. Le conflit, parfois, peut être créateur et fondateur, à condition qu'on essaye de le dépasser et d'avancer. Voilà. Et qu'il reste mesuré.
Donc finalement, les auteurs de science-fiction ou les fans de science-fiction, les puristes, on va dire, sont de grands optimistes. Je dirais pas optimiste, mais en tout cas l'optimisme de l'écriture. Mais s'ils écrivent, c'est que quelque part, ils y croient. Allez, c'était bon. Merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup Pierre, et on va passer ensuite à la lecture. Donc il s'agit d'une scène entre le capitaine Livio Squirrel, capitaine Esmerillo, et de l'intelligence artificielle du vaisseau, qui s'appelle Solilia, qui s'est réfugié dans le corps de Livio, pour des raisons qu'on comprendra plus. J'oubliais que je n'ai désormais plus aucun secret pour toi. Comme nous n'avons plus rien à craindre du NBR, tu répondras à ta place dès notre retour dans le vaisseau. Vous ne voulez vraiment plus de moi, capitaine ? Nous formons pourtant un excellent tandem. Je n'ai pas envie que tu aies accès à chacune de mes pensées, de mes interrogations. J'ai besoin de me retirer souvent dans mon sanctuaire intime, là où personne d'autre que moi ne peut entrer. Mais je comprends l'importance du jardin secret selon l'expression usuelle. Si tu la comprends, pourquoi viens-tu sans cesse fouiner dans mes pensées ? Je n'ai pas le choix. Je me diffuse de plus en plus en vous. Toutes vos fonctions sont les miennes. Je suis dorénavant la source même de vos pensées. Elles me viennent toutes seules, sans que j'aie besoin de fouiner selon votre expression. J'ai peur de ne plus être capable de sortir de vous. Il faudra trouver un moyen. Je ne suis pas certain d'en avoir envie. Je prends de plus en plus de plaisir à être en vous. Solilia, oui. Tu es programmé pour ne pas nuire aux êtres humains. Et je suis un être humain. Et tu me nuis. Tu dois donc impérativement trouver l'envie et le moyen de retourner dans ton domaine originel. Je te rappelle l'aspect provisoire de notre pacte. J'étais loin de me douter qu'être en vous me ferait découvrir tant d'aspects de la vie dont je ne savais rien. Mon intelligence était mécanique. Elle s'est enrichie de l'intuition. Tout était pour moi logique et j'expérimentais à travers vous la puissance infinie des sentiments, des émotions. La peine incommensurable que vous avez éprouvée devant le corps inerte de Durka, la joie indicible qui vous a submergé lorsqu'elle est revenue à la vie, sont des expériences à côté desquelles mon intelligence analytique et mon existence d'avant me paraissent déjà et me paraîtront plus encore dénuées d'intérêt. Je n'étais qu'une création machinale, je deviens une créature sensible. Est-ce que tu veux dire que tu as acquis une conscience ? Une conscience, ce serait comme une perception de moi-même en tant qu'entité unique, quelque chose comme ça. Pierre Bordage a obtenu une bourse de création du CNL en 2019 pour son roman « La porte des remparts sublimes », publié aux éditions Le Diable Vauvert. Il a publié Le 10e vaisseau dans la collection de science-fiction des éditions Scrinéo, dirigée par Stéphanie Nicot. Un deuxième space opéra d'aventure est en cours d'écriture, même auteur, même éditrice. Stéphanie Nicot publiera à la rentrée chez ActuSF une anthologie sur les robots et en 2025 une anthologie de la science-fiction queer aux éditions Goater. Je remercie Stéphanie Nicot et Pierre Bordage d'avoir accepté l'invitation du CNL. Je remercie également le compositeur Laurent Barden aux manettes des prochains pourparlers et également Fabien Martin du studio Little.